Bienvenue dans les catch-up du panier, un moment unique avec des anciens invités du panier. Premier podcast e-commerce en France. L'idée est de reprendre la discussion là où on l'a laissé un an plus tôt pour analyser ce qu'il s'est passé depuis. Quels nouveaux enseignements ils peuvent nous apporter, quels sont leurs insights marchés ou produits et comment ils ont fait pour progresser comme ils l'ont fait. Le tout en moins de 30 minutes, ce sera un challenge. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission, rendre l'expérience digitale de l'utilisateur final efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité, en singularité. Vous avez un projet? Parlons-en et contactez-moi sur contact@lepanier.io. Bonne écoute. Chers auditeurs, vous êtes sur le point d'écouter un catch-up avec Emilien Fauré, qui est le cofondateur de Kabaya. Kabaya, vous les connaissez parce que, évidemment, vous écoutez Le Panier, vous avez écouté cet épisode. Mais si jamais ce n'était pas le cas, je ne vous en voudrais pas. Vous les connaissez pour leur bonnet à pompons interchangeables. C'est ça qui les a fait connaître il y a un petit bout de temps. Ils ont depuis rajouté beaucoup de produits à leur offre. Kabaya cartonne et fait un x2 d'année en année. 7,5 millions l'année dernière, enfin l'année d'avant, 15 millions l'année dernière. Ils sont sur un runway pour atteindre les 30 millions cette année. C'est juste incroyable. Et Emilien nous explique comment. Il va nous expliquer aussi comment ils ont fait face au Covid, évidemment, et comment ils ont augmenté leurs points de vente. Ils étaient à 800 revendeurs, ils sont maintenant à plus de 1500. Il va nous expliquer comment ils arrivent à rester lean, bien qu'un peu sous l'eau sur les derniers mois, puisqu'ils sont 25 employés pour générer ces 15 millions de CA. Bientôt 30 employés et 30 millions de CA. Je trouve que c'est un très très beau ratio et je l'interroge justement sur ce ratio. Emilien m'explique aussi comment ils ont fait de la croissance via les réseaux sociaux, comment il a craqué YouTube, et franchement j'ai appris des choses que même je pense dans les équipes de account manager de l'autre côté de la table ils ne connaissaient pas ou ils ne connaissent pas bien, et c'était vraiment très intéressant. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Emilien, tu vas bien? Salut Laurent, ça va? Ça me fait plaisir de te retrouver. J'étais impatient de faire ce catch-up, on s'est vu il y a 1 an et demi, c'était en novembre 2019. Vous étiez déjà sur une superbe croissance, et là tu me dis, vous finissez l'année fin juin, ouais, comme nous d'ailleurs, et vous faites x2 par rapport à l'année dernière. Ouais, malgré Covid, normalement on atterrit vers 15 millions en étant rentable, donc avec le Covid, on est très content que ça se finisse comme ça. Et bon, l'avenir, on espère encore faire x2, mais ouais, grosse année, ouais. Du coup, les sujets qu'on va aborder qui sont vraiment intéressants, j'avais noté, et je l'ai rappelé en intro, que vous aviez 800 points de vente quand on s'est parlé, vous êtes maintenant à 1500. Ouais. Malgré l'année Covid, j'aimerais comprendre quelle a été ta stratégie retail par les dominicanales, des premières boutiques en propre que vous venez d'ouvrir. C'est ça, ouais. J'aimerais parler ensuite d'international, ouais, puisque c'est un sujet qui vous anime. C'est les gros sujets, ouais. Ça, le retail, c'est 2021, ça va être ça. Ouais. Comprendre comment le Covid vous a affecté, comprendre le mix de canal entre digital, wholesale et retail. Donc wholesale, c'est les revendeurs, et retail, c'est les magasins, les pop-up, les, ouais, magasins. Et sur le digital, à l'époque, vous vendiez sur votre site principalement, mais aussi sur des marketplaces. Je voudrais savoir si ça a, ouais, changé. Et puis on terminera sur l'ouverture, le growth. Comment est-ce que vous testez différents canaux, que ce soit Facebook, Snap, TikTok ou YouTube, sur lesquels vous cartonnez, tu me, ouais, disais. C'est gros sujet en ce moment, ouais. Super. Et voilà, on atterrira en douceur sur l'organisation de la boîte, parce que passer de 7 à 15 à 30 à je te le souhaite 60, c'est ouais, pas indolore. Non, vous êtes clairement hyper lean, vous étiez un peu sous-staffé puisque ouais, tout le monde a un peu tiré la langue après la grosse saison de janvier, de décembre. Tu m'étonnes. Et j'aimerais savoir comment l'entreprise change du coup. Bienvenue, c'est cool de te revoir. Merci, content d'être de retour après ces quelques années écoulées, quoi. Vous avez ouvert 3 boutiques en propre la semaine dernière. Ouais. Donc, pardon, chers auditeurs, on est le 1er juin, les boutiques ont ouvert il y a 10 jours. Les oiseaux chantent, c'est la folie. Les terrasses ouvrent surtout et la bière coule. C'est exactement. Non, et oui, effectivement, on a négocié pendant le Covid, donc ça a commencé juste après la grosse saison, donc janvier, à négocier des baux, sur le Marais, sur le centre commercial d'Italie 2 et à la gare Saint-Lazare.
Et du coup, on a tout ça, c'est négocié. Donc, Marais, c'est Pilon-sur-Rue, enfin c'est. Ouais, sur c'est rue du Temple, enfin la rue où t'as toutes les DNVB. On est à côté de Bobby's, Fago, Horace. Enfin c'est le coin des NVB quoi. Okay. C'est assez impressionnant. Mais emplacement numéro 1. Enfin aujourd'hui, alors c'est plutôt mon associé Bastien qui gère cette partie immobilier commercial pur. Mais on a une théorie qui est que, les emplacements numéro 1, au final, malgré le Covid, n'ont pas baissé de prix. Là où les emplacements numéro 2 sont vraiment plongés, mais les rues qui marchaient marchent encore, marcheront, et les gens sont pas du tout prêts à baisser les prix des loyers, etc. Donc on les a pris parce que grosse volonté, on avait déjà quand même une expérience retail, donc on a ouvert Marais, on a ouvert Italie 2 qu'on avait déjà testé en pop-up. Hein. En pop-up, ouais, d'abord en pop-up, puis une cellule qu'on occupait de façon un peu pop-up. C'est quoi une cellule? C'est une boutique en fait. Ok. Qu'on occupait de façon éphémère, c'est-à-dire qu'on a pris les murs, on a mis notre mobilier de pop-up, très bien marché, donc on s'est dit bon allez maintenant on y va, et du coup on a pris une boutique dans Italie 2 au fond pas très loin de Zara. Et le troisième c'est Beaugrenelle, hein, c'est ça? Saint-Lazare, plein milieu de la gare, un kiosque qui est vraiment dans le flux. Alors business très très différent d'une boutique classique où boutique classique, tu vas surtout marcher pendant midi et à début de soirée, en gros, quoi, où les gens sont un peu libres pour aller faire les boutiques. Et le week-end très fort, forcément le samedi c'est toujours le meilleur jour. Et voir un Saint-Lazare où c'est vraiment un business commence très tôt le matin. Pendant la journée il se passe pas grand chose et ça recommence le soir vers le début des départs de bureau, quoi, 16-17 heures. Et par contre le week-end très très calme aussi parce que les gens sont partis, il se passe plus grand chose dans la gare. Les gens vont au Marais. C'est ça, donc les gens vont au Marais plutôt pour faire du shopping, des vitrines. C'est couillu d'ouvrir 3 boutiques en propre, surtout que ce sont les premières, à la sortie même du confinement, enfin de... Ouais, en fait on s'est dit c'est le Covid, ça je vais pas dire que ça a été facile, hein, on a eu des grosses frayeurs au début, etc., mais on s'est dit que c'était aussi une terre d'opportunité parce que justement tout le monde s'est dit le retail est mort, c'est bon, tout le monde fait du click and collect, enfin un peu les dinosaures du retail on s'est dit ils ont découvert le e-commerce un peu, j'ai l'impression, pendant cette période Covid. Du coup il y a eu des opportunités qui se sont générées sur le retail. On s'est dit c'est le moment d'y aller 2 fois plus fort que tout le monde parce que c'est ça fait pas de bon sens entre guillemets, mais on pense avoir la clé et on pense que on avait foi en le retail en fait. Et, c'est quoi la clé? La clé c'est que les gens auraient besoin d'expérience et auront toujours besoin d'expérience. Le e-commerce est indispensable et fonctionne, hein, mais c'est un peu le postulat de Kabaya depuis le jour 1, quoi. On a commencé par du pop-up, c'est pas pour rien, c'est que les gens veulent acheter en vivant une expérience et découvrir le produit et pas venir dans une GMS acheter quelque chose. Pour moi ça va disparaître, tu vois, les cajous, etc., qui se lancent en ce moment, il y en a beaucoup qui lèvent beaucoup de fonds, mais ils ont c'est une commodité entre guillemets, là où nous ce qu'on apporte c'est de l'expérience et on est les gens apprécient ça, le valoriser chez nous, et le retail va dans ce sens-là et on a été convaincus, quoi. Donc on s'est dit c'est le moment d'accélérer. Maintenant, on a un business et un modèle retail qui fonctionne toute l'année. Avant, on était très bonnet, donc très hiver. Maintenant, on a à la fois le sac à dos, à la fois les salades de plage. On arrive à fonctionner vraiment au lycée quasi presque toute l'année. Donc c'est le moment, allons-y. Tout le monde y va à reculons, donc c'est le moment d'appuyer 2 fois plus fort. On sera planté ou pas, mais au moins on y sera allé, quoi. Ton apprentissage sur le passage du pop-up à la boutique en propre, ouais. Est-ce que c'est les mêmes équipes, les mêmes expériences, le même mobilier, ou est-ce que tu as vu des frictions, des apprentissages? Ouais, alors en fait au niveau friction, c'est plus facile de faire du business en terrain, ouais, parce que t'as des toilettes, t'as un espace pause, t'as du stockage. En fait, le pop-up est beaucoup plus dur. Donc au final, pour nous, ça n'a pas été si compliqué de passer en retail. Bon, t'as forcément un petit aspect financement, mais les banques font ça plutôt bien une fois que t'es rentable, ça va, quoi. Mais en fait c'est facile, qu'on a pris nos meilleurs vendeurs pop-up qui étaient Francis à Beaugrenelle, c'est un mec ultra sympa qui mais donne qui le smiley que tu le vois, des part-time, non, qui a été en CDD 2 fois et qu'on a pris du coup en CDI sur la boutique Marais parce que il porte les valeurs. Tu vois les commentaires quand les gens passent en boutique, le mec est trop sympa, c'est ce qu'on essaye vraiment de procurer en boutique. Et du coup, il a repris la boutique Marais. Et là, depuis la rouverture, il y a un peu plus de 2 semaines, ça se passe top, quoi.
Ça, c'est pour les équipes, le mobilier. Est-ce qu'il y a d'autres apprentissages que tu peux nous partager? Alors mobilier, pour faire ce que tu disais, on est très lean. Voilà, on a une culture un peu de la frugalité un peu forte. Du coup, on a un peu fait comme on pouvait sur les mobiliers avec des menuisiers qu'on connaissait, etc. Enfin, ça a été beaucoup de bricolage pendant pas mal de temps sur les mobiliers pop-up. Et là, on s'est dit bon, maintenant qu'on installe un truc un peu plus périn, on s'est pris une agence pour faire un vrai concept retail qui soit pas designé par nos graphistes et nos DA en interne. Donc, on a fait un vrai beau concept retail qui reprend des dynamiques qu'on a sur l'e-commerce, sur, tu vois, typiquement un truc tout bête, mais les roues de lead gen que t'as sur les e-commerce. On a refait un truc comme ça en magasin. Parce que les roues de lead gen? En fait, tu t'arrives, tu te dis, ouais, gagner 2 euros, 4 euros, un bonnet, ce que tu veux, et ça, tu mets ton mail, bon, tu gagnes pas, et ça te permet de capturer du lead sur les gens qui arrivent. Et ça, vous les reproduit en physique? On l'a reproduit en pop-up, on capture pas de lead, mais c'est une expérience vachement sympa tu rentres dans la boutique, tournes la roue, tu vas gagner 2 euros, tu pourras t'acheter ce que tu veux ensuite dans la boutique. Enfin, plein de petits trucs un peu marrants comme ça. On a des plaques avec le nom de la personne qui a trouvé le nom de la boutique. Donc la paillote Parigotte pour le Marais, qui a été trouvée par un certain Jean, il me semble. Voilà, on a essayé de vraiment mettre ces petits clins d'œil qu'on met partout sur le e-commerce et dans l'expérience, partout aussi dans les boutiques. Des petites cartes avec les histoires un peu partout en face des produits, etc. Et donc le concept retail a été du coup imaginé par une agence sur la base de ce qu'on connaissait déjà un peu. Donc ça a été bien parce que notre directeur retail Yannick a vraiment passé beaucoup de temps dans les pop-up, etc. Donc tous les problèmes de stockage, de vol, sécurisation, etc. Enfin, on avait déjà 4 ans d'expérience là-dessus, quoi. Donc on a pu faire un truc vraiment chiadé. Et on est super content là pour l'instant de l'opération au quotidien sur les concepts retail, quoi. Et surtout, tu maîtrises toute la chaîne de valeur, de l'expérience et de la valeur, que ce soit de la logistique à réapprovisionner les boutiques 2-3 fois par semaine en grosse période, jusqu'à manager le cash, jusqu'à les systèmes informatiques, jusqu'à le recrutement de vendeurs en temporaire ou en CDI, ce genre de choses, quoi. Ce qui est plus difficile sur les pop-up que vous faisiez et que vous faites toujours, et ce qui est encore plus difficile sur le wholesale. Ouais. Alors sur le wholesale, entre guillemets, c'est pas un business compliqué dans le sens où c'est compliqué de trouver les revendeurs. Au départ, surtout de se lancer, trouver des agents commerciaux, etc. C'est très très dur. Mais une fois que les produits sont en boutique, bon, il faut un beau merchandising bien entendu. Mais après, nous on fait plus grand chose, quoi. On livre, on va essayer d'aider le revendeur en faisant de la com, en faisant des mises en avant des revendeurs, en leur donnant des guides un peu de vente et de présentation. Mais de notre côté, c'est pas super compliqué. En fait, le revendeur, là où c'est le plus compliqué, c'est en termes logistiques, administratifs, parce que t'as à facturer à 1200 personnes, à cadencer des livraisons en 6 fois sur l'année, avec tous les échanges de trésor qui se passent. Enfin, c'est très compliqué. Par contre, gérer la vente chez les revendeurs, en soi, c'est pas un business dur, quoi. Il y avait un épisode assez intéressant que j'avais fait avec Sodilog. C'est l'épisode 67. Ouais, on les connaît bien. Ouais. Vous travaillez avec eux? Non, on a discuté pendant longtemps, mais on n'a pas signé ensemble. Et justement, on aborde tous les sujets de revendeurs, distributeurs, agents. C'est l'épisode 67, chers auditeurs. Ouais, très intéressant d'ailleurs, je l'ai écouté. Merci, c'est sympa. Vous êtes passé de 800 revendeurs quand on s'est parlé à plus de 1500. Ouais. Comment? Il y a de l'organique déjà, parce que c'est le wholesale, c'est un milieu très bouche à oreille. Donc un revendeur qui marche bien à Limoges en parle à son pote qui est à l'autre bout de Limoges, et du coup qui permet d'ouvrir une boutique comme ça. Il y a une grosse partie qui se fait comme ça. Ça a été bien mis en pause par le Covid, mais on a aussi fait beaucoup de salons, et là on va vraiment accélérer sur les salons internationaux, sur le Modern Fabric à Amsterdam, sur le Premium à Berlin, sur le Pitti Uomo en Italie. On fait beaucoup de salons. Alors c'est pas facile du tout les salons salons B2B retail, mais vous continuez d'en faire. Mais on continue. En fait, c'est notre seul coût d'acquisition wholesale en fait. C'est notre seul marketing wholesale, on le fait à ce niveau-là, dans les merchandising qu'on leur donne pour présenter en boutique. Donc merchandising, c'est des meubles de présentation, pour simplifier. Et du coup, au final, c'est notre seul coût vraiment marketing en wholesale. Et c'est un très bon apporteur d'affaires, quoi. Donc il y a des salons, tu vois, on était à Copenhague avec Romain, notre directeur commercial.
pour pas mentir, on s'est emmerdé pendant 3 jours, mais on a trouvé un super distrib turc et qui aujourd'hui fait un business de fou. Et alors à Copenhague, trouver un turc, c'était improbable, hein, je te l'accorde. Ouais, c'est drôle. Et pendant 3 jours, enfin, c'était vraiment chiant parce qu'il y avait personne, mais on est tombé sur ce mec qui a généré une opportunité. Et tu vois, le coût total du salon, ça devait être 20 000 euros. Et là, le mec, vu qu'il nous passe de commandes, c'est largement rentabilisé, quoi. Donc c'est très dur les salons parce que c'est beaucoup de logistique, beaucoup de mise en place, etc. Et ça reste très old school, tu vois. J'aimerais beaucoup acquérir des distribs, des revendeurs par des techniques growth comme on le fait sur du B2C, tu vois. Mais ça marche pas, quoi. Ça reste, enfin ça marche, mais t'es obligé de passer par le salon. Le principal du business, il reste physique, relation. C'est ton agent, ton distributeur qui connaît un autre distrib qui va commencer. Enfin, tu vois, notre distributeur allemand. Qui lui gère des agents commerciaux pour la revente revendeur du coup en Allemagne. On l'a eu en ayant d'abord un premier distrib avec qui c'est mal passé. Lui c'était un des agents. Au final je l'ai recroisé à un salon au Premium à Berlin il y a 2 ans. Il a redémarré et c'est une machine de guerre. Et maintenant Combien de salons vous faites par an? Là hors Covid on va être sur une vingtaine. Une vingtaine de salons quand même par an. On était sur 4-5, on faisait le maison et objet, on faisait le premium, enfin on faisait 4 en France parce que c'est 2 fois par an, et 1 ou 2 à l'étranger. Et là on va vraiment accélérer, tu vois. Et en fait c'est une discussion avec comment il s'appelle, Easy Peasy, c'est les lunettes que si t'as des enfants, il y a sûrement les lunettes rondes, qui eux sont très 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 wholesale et ils ont une équipe qui font je sais pas 50-60 salons aux US, en Asie, machin. Ils ont une équipe dédiée, quoi. Ils ont des équipes dédiées, des country managers qui font que ça, des salons faire B2B, du salon. Okay. Et ça devient une vraie organisation. C'est-à-dire que maintenant, on a fait des mobiliers qui se montent, se démontent, se mettent dans des malles, transportent par DHL en avion à l'autre bout du monde et tu sors et tu montes tout seul, quoi. Que t'envoies à tes 1500 revendeurs. Là, dans les salons, c'est vraiment un mobilier de présentation pour salon. Ah, pardon, tu parles de mobilier de salon. Et par contre, les merchandising, on fait des trucs qui voyagent à plat, etc. Bien entendu. Hein, ça. Ok. Sur ton mix, vous étiez à l'époque à peu près un tiers. Ouais. Digital, wholesale, retail. Forcément, avec le Covid, il y a une accélération du digital. Ouais. Bah, on était vraiment sur les 3 pieds, et ça fonctionnait très bien comme ça. Bon, forcément, les revendeurs ferment, bah, les pop-up, on n'en parle même pas, les centres commerciaux fermés. Donc, on a transitionné sur le e-commerce et on a dû accélérer pour rattraper ce qu'on voulait malgré tout tenir l'objectif. Et du coup, on a dû accélérer sur le e-commerce. Donc, on a aussi plus investi en marketing. Et il y a eu aussi une amélioration du taux de conversion parce que bah, les gens avant venaient faire du lèche-vitrine et aller en revendeur ou en retail. Maintenant, il n'y avait plus le choix que de faire du e-commerce. Du coup, on a vraiment accéléré là-dessus. Et ouais, aujourd'hui, là, sur l'exercice qui va se clore à la fin du mois, on est à peu près à 60% sur e-commerce, 20 retail, 20 wholesale, quoi. C'est à peu près ça. Et sur l'année qui vient, tu penses que quelle va être l'évolution? Je pense qu'on va rester à 60% à peu près e-commerce, et le wholesale va accélérer parce que on ouvre beaucoup l'Allemagne accélère vraiment là, c'est vraiment des objectifs. Bon, on espère qu'ils vont sortir parce qu'ils ont l'air encore un peu frileux sur la sortie de Covid, mais une fois qu'ils seront sortis, on va vraiment accélérer sur l'Allemagne et le retail. Donc là, on ouvre quelques boutiques, mais en fait, les boutiques en ratio de chiffre d'affaires, là on est en test, on va en ouvrir 3 à 4, on essaie de tirer le trait, à partir de là on accélérera. Mais du coup ça fait pas un énorme gap de chiffre d'affaires qui va pas suivre le passage de 15 à 30 millions, fait que ça se dilue un peu, quoi. Ok. L'effort me paraît hyper important sur le wholesale, sur les salons, la distribution. J'imagine que ça vous bouffe du monde en interne, non? Combien de personnes? Ouais, bah en fait on a que 3 personnes dessus. 3 personnes. Quand je te disais qu'on est lean, ouais. Non, on a des équipes incroyables, et tu vois, des gens qui le disent un peu en l'air, hein, des équipes incroyables. On a vraiment des équipes incroyables, et encore plus sur le wholesale, c'est Romain, notre directeur commercial, qui gère tout ça. Qui a pris un gros risque en venant chez nous, ce qui venait d'une boîte Venom, que tu connais peut-être, grosse marque de sport de combat, un des leaders mondiaux dans l'équipement de sport de combat. Très très bien payé, etc. Il a adoré le concept. En plus, on a eu la chance que son manager était un peu un gros con, donc la transition s'est fait très bien chez nous parce qu'on est plutôt assez cool. Et du coup, il a remis vraiment les mains dans le cambouis dès le début, à faire lui-même, appeler les gens, appeler les salons, faire les trucs. Et là, maintenant, on a 2 personnes qui sont arrivées qui l'aident.
Et il gère tout ça quasi à bout portant, quoi. On dit que tu rejoins une société mais que tu quittes un manager. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était vraiment ça pour le coup. Mais je reviens à ma question. Du coup, j'ai l'impression que 1500 points de vente pour 20% du CA versus 3 boutiques et les pop-up pour 20% aussi. En termes d'effort, ça se... Ouais, en termes d'effort. Mais en fait, ce que je te disais, c'est que c'est de la logistique, donc c'est automatisable. Après, l'effort, enfin, c'est beaucoup... T'as quand même une part prospection, mais tu vois, ça, c'est géré par des agents externes qui sont multicartes, dans le sens où ils ont plusieurs marques qui représentent. Après, c'est des distribs externes. En fait, nous, notre job, c'est de faciliter leur job. Donc, c'est de faire des belles plaquettes marketing, de bien penser le merchandising et les lots que les revendeurs vont acheter proprement. Mais après, c'est du système d'information. Donc, tu vois, là, on est en train de mettre en place un ERP pour que tout ça, ça se gère avec le moins d'humains possible. Enfin, moi, j'ai horreur de recruter des gens pour gérer des trucs administratifs, tu vois, ou des histoires d'Excel, de bons de livraison. Enfin, de recruter quelqu'un pour faire ça, déjà, c'est chiant pour lui. Et en plus, enfin, c'est une perte de valeur énorme. Donc, je préfère payer 3 fois plus et un ERP qui, derrière, sur le long terme, va amortir et va rendre le job de tout le monde beaucoup plus cool, que prendre 3 assistantes pour faire de la saisie de factures et de la relance tous les jours, quoi. Et en termes de contribution à la marge? Le wholesale, c'est le meilleur. C'est là où on a le plus de contribution à la marge. Sur les 20% de ton CA. Ouais, je peux pas trop te communiquer sur les pourcentages de marge c'est là que c'est le plus globaux, de marge, mais c'est là où est-ce qu'on génère le plus de marge. C'est aussi pour ça c'est aussi pour ça que tu le fais, quoi. Parce que ce que je te disais, en fait, tes coûts d'acquis sont très limités. Après, c'est toujours c'est comment tu fais ton calcul. Tu vois, on a discuté hier avec Bastien, mon associé. Et c'est aujourd'hui, on considère que le marketing va à 80% sur l'e-commerce. On l'attribue en tout cas les dépenses marketing 80% e-commerce, alors que ça bénéficie quand même aux revendeurs. Enfin, c'est ça ruisselle sur le reste ça aussi, ruisselle. Donc tu vois, aujourd'hui, on est dans un modèle ultra pessimiste d'attribution, entre guillemets, parce que on veut rester ultra lean et on essaye d'optimiser vraiment notre performance marketing. Mais si on voulait y aller all-in, tu vois, si on avait levé 40 millions et qu'on voulait rassurer des investisseurs, on dirait regardez, mon coût d'acquisition mix global, il est super, quoi. Mais bon, c'est le pire bullshit du monde, donc on le fait pas et on essaie de rester un peu clairvoyant, mais oui, c'est forcément, ça leur contribue. Après, si tu réattribues comme ça, même en réattribuant, tu en faisais des calculs, ça reste quand même une grosse marge de contribution, quoi. T'es toujours présent sur les marketplaces? Toujours, ouais. Bon, alors ça n'a pas été jusqu'à peu, c'était un petit business, on était La Redoute, Galerie Lafayette, ça, c'était pas des gros volumes, tu vois. Là, on accélère sur Amazon. Ça a été pendant longtemps, je me suis demandé, j'y vais pas. Vous aviez déjà, on avait travaillé déjà bien à l'époque, quoi. On avait déjà quelques petits trucs sur Amazon, mais c'était pas vraiment optimisé sur du SEO Amazon, on faisait pas d'acquise Amazon, c'était que de l'organique, tu vois. Et là, du coup, on va vraiment accélérer dessus. Avec toujours un peu ce côté dual de tu veux pas que ça prenne les devants sur ton SEO classique de marque, etc. Mais il y a quand même un business décorrélé de gens qui font sur Amazon et qui vont pas en dehors, ou qui sont rassurés par Amazon qui est à faire. Donc on le fait que en revendeur et pas en FBA. Donc on leur vend pas la marchandise pour maîtriser le prix, parce que c'est le pire risque avec Amazon, c'est qu'ils s'alignent sur le plus petit prix qu'il y a sur Internet. Donc il suffit que tu as un revendeur qui est un peu craqué et qui te fasse le sac à dos à 60 € au lieu de 85, Amazon va s'aligner. Donc ça, on va absolument éviter. Mais du coup, non, là, Amazon, on commence à être propre, et du coup, la grosse saison pour nous arrive là sur sac à dos, maroquinerie, et donc on va accélérer aussi dessus. Je suis sur Amazon, j'ai recherché la marque. Il y a un truc de UX, c'est un détail, hein, mais j'arrive jamais à retrouver la page d'une marque sur Amazon. Ouais, en fait, il faut aller sur la fiche produit et cliquer sur Kabaya. Mais là, c'est en cours de refonte. Donc, aujourd'hui, c'est encore un peu moche. Encore un peu tôt. Mais d'ici une semaine ou deux, quand je pense que ce podcast sera diffusé, vous pourrez regarder le store Kabaya sur Amazon et nos. Et en fait, si je vais sur un produit Kabaya, j'ai marque de point Kabaya et ça me fait une recherche sur tous les produits de la marque, mais ça me lance pas sur la boutique. Ouais. Bref, c'est un détail, pardon. Mais ouais, il y a toujours ce petit truc. Après, c'est est-ce que tu as un store officiel ou pas? Justement, là, on est en cours de refonte, donc le store, je crois, n'est pas publié. C'est peut-être pour ça qu'il te fait une recherche. Parce qu'il était à l'époque. Il l'était à l'époque, ouais, c'était un peu fait avec les moyens du bord. mais là, du coup, on s'est pris un prestat vraiment spécialisé. Parce qu'Amazon, en fait, c'est côté revendeur. Enfin, ils vont pas être contents que je dise ça, mais c'est côté client, c'est incroyable. Côté revendeur, en fait, ils savent que t'as besoin d'eux. Donc, c'est pas vraiment optimisé, quoi. Le support est impossible à joindre. Enfin, du coup, t'as besoin, en fait, ils l'assument, hein. Ils disent, on a des agences qui font que ça. Parce que c'est horriblement dur, quoi. Et du coup, ils prennent des mecs, c'est des anciens d'Amazon.
Ils font 4-5 ans, ils sortent, ils montent une agence, ils connaissent tous les rouages du truc, ils disent bon, bah alors là, oui, ça tu peux le faire. Ils te disent que non, mais en fait, tu peux. Genre, et du coup, c'est que des trucs comme ça. Et du coup, vous êtes passé par une agence. Ouais, c'est ça. Pour Amazon. Ouais, en fait, pour les marketplaces. un peu comme tout, je me suis un peu acharné avant de prendre une agence, quoi. Et bon, au bout d'un moment, j'ai vu que je prenais beaucoup trop de temps pour ce que je dégageais comme valeur. Je fais bon, allez, prenons une agence, des gens compétents, et puis ça se fait comme ça, quoi. T'as une politique sur les agences, non? Ouais. Bah, c'est un peu, justement, je suis en train de rédiger là une charte des agences, tu vois, en fait, qu'on considère, c'est marqué dans notre culture, que tous les gens avec qui on travaille doivent être, alors ça paraît super prétentieux, mais à notre niveau d'exigence, d'organisation, etc. Et tu vois, des trucs tout bêtes d'organisation, mais tu fais pas une réunion s'il y a pas un compte rendu et des actions derrière. Enfin, ça me paraît maintenant à peu près normal, tu vois. Et tu te retrouves encore à faire des réunions parfois avec des agences. Tu fais, qu'est-ce qui fait le compte rendu? Vous m'avez pas envoyé les actions, il se passe quoi? Ah ouais, et du coup, t'as pas de follow-up, il se passe rien. Du coup, déjà, on a une petite exigence de méthodo. Et derrière, pour avoir m'être fait bananer quelques fois avec notamment des agences RP, où t'as un sales incroyable, il te montre la star de l'équipe qui gère tous les comptes à qui t'as envie de ressembler. Tu commences, tu fais 2 semaines de projet avec, et après il te refile au stagiaire. Donc maintenant, je suis très exigeant sur la personne avec qui que je signe lors du devis, je la choisis. Et par contre, j'ai une clause de sortie si jamais on change l'équipe ou si la personne part, etc. Et après, on s'arrange. Mais au moins, ça rééquilibre un peu la force plutôt que de se dire on signe sur 2 ans. Et t'as pas le choix. De toute façon, si j'ai envie de changer, te mettre un mec, je sais pas, en Hongrie ou n'importe quoi, tu le prends, quoi. On n'a jamais mis d'engagement chez Coseo, ça. Ouais, tant mieux. Pardon, c'est je réagis à ça, pardon, parce qu'on lock pas. Ouais, mais du coup, c'est très simple parce que toi, ça t'oblige à être bon, et le client, il se sent pas loqué, donc il se dit, il y va un peu de son plein gré, quoi. J'aimerais continuer sur ta stratégie du mix canal. Donc le digital va augmenter. Vous partez à l'international et du coup c'est ce sujet que je veux aborder. T'as parlé de l'Allemagne tout à l'heure. Pourquoi l'Allemagne? L'Allemagne, alors ça a été une conjonction de plusieurs facteurs. D'abord, ça a été on a fait des tests un peu partout en Europe en acquisition payante. Enfin, on a pris ce qu'on maîtrise. On s'est dit on prend nos créas, on les fait traduire, on prend un site anglais, tous les moyens de paiement qu'il faut pour que chaque pays puisse convertir quand même, et à partir de là on lance de l'acquisition, on voit un peu là où ça prend, et à côté de ça on était aussi en recherche de distributeurs pour les revendeurs. Il s'est avéré qu'on a trouvé, ce que je te disais, un très bon distrib en Allemagne, les débuts des boutiques très bons, donc très bon taux de sortie, ce que vendent les revendeurs était très bon, et à côté de ça des performances Facebook en acquise digitale, Facebook, Google, etc., qui étaient aussi très encourageantes, plus marché énorme qui a du cash et qui est intéressé par les concepts un peu novateurs, disons, et la qualité, c'est de nos gros points forts sur le produit. Donc tout ça mis bout à bout fait que on s'est dit il faut choisir un pays. C'était soit l'Allemagne, soit le UK. Vous avez testé combien de pays? On a testé 4. Alors, en fait, on les classe un peu en 2 parties. T'as d'un côté les gros pays type Allemagne, UK,